Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord en mon nom et au nom de toutes les équipes de Médien TV, nous vous souhaitons une belle année à toutes et à tous, Inch'Allah. Pour ce premier épisode 2025 de Questions d'actu, quelle perspective politique, sécuritaire et socio-économique pour le continent africain, donc pour l'année qui commence? Concernant les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne, le Fonds monétaire international prévoit une croissance qui devrait passer de 3,8% en 2024 à 4% en 2025. Il y a donc ce paysage dynamique avec des opportunités de croissance et de développement, mais aussi des défis d'ordre politique et sécuritaire qui persistent. Pour ces derniers, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel restent proies aux groupes terroristes comme Boko Haram, Al-Qaïda et des factions liées à l'État islamique qui continuent de menacer la stabilité, en particulier au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Le groupe Al-Shabaab en Afrique de l'Est reste lui actif en Somalie et au Kenya, tandis que la région éthiopienne du Tigré se remet à peine de son récent conflit. Concernant les points chauds régionaux, toujours au Soudan, la guerre en cours entre les factions militaires continue de générer une crise humanitaire sans résolution claire en vue. En tout cas, pour l'instant, on verra pour ce que cacherait 2025 avec nos experts ce soir. Et dans la région des Grands Lacs, l'instabilité persiste en République démocratique du Congo, exacerbée par les groupes armés dans les provinces orientales. Au Mozambique, Cabo Delgado reste instable malgré les efforts accrus pour stabiliser la région. Et cette année électorale ne présage rien de bon pour la stabilité de ce pays. Sans oublier notre région du Maghreb, pour finir, la Libye reste fragmentée, tandis que la Tunisie est confrontée à des défis économiques et surtout politique avec ce deuxième mandat du président Kais Saied. Et pour le voisin de l'Est, le pays est plus isolé que jamais avec des réactions épidermiques de la diplomatie d'Alger en 2024 et ce face aux voisins du Nord ou encore à ses frontières sud. Donc, sous quels auspices se présente 2025 pour notre continent africain? Réponse ce soir en compagnie de mes invités. Je commencerai par le professeur Mohamed Chkoundi, enseignant-chercheur spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Professeur Chkoundi, bonsoir et bonne année à vous. Bonsoir, bonne année à vous aussi. Merci beaucoup et un plaisir renouvelé de l'accueillir en 2024, en 2025 et bien avant. Sur le plateau de questions d'actu, il s'agit de notre expert en relations internationales, professeur Zakaria Boudab, qu'on ne présente plus, professeur Sana Saïda. Shukran Lalla Khadija, merci beaucoup. Meilleurs vœux, c'est Chkoundi, meilleurs vœux, Inch'Allah, tout ce que vous souhaitez de bien. Inch'Allah, alors, tout ce qu'on souhaite surtout, c'est du bien pour notre continent, pour l'année qui commence, sous quels auspices pour le Maghreb, et on commencera peut-être par le dialogue interlibyen. D'abord, une overview sur cette année qui commence pour le Maghreb. Ouais, j'ai l'impression que nous sommes en train de revivre des années 80, mais autrement. C'est ce que nous appelions la politique des axes. Vous savez, à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle l'accord ou les accords de Jarba entre la Tunisie et l'Algérie à l'époque. Et le Maroc avait conclu l'accord arabo-africain avec la Libye, c'était dans ce sillage-là 84. Alors que la Mauritanie était un peu tiraillée entre le nord et le sud et cherchait aussi à entrevoir des possibilités de se projeter au niveau de la Méditerranée. Cela est extrêmement important. Ça s'est concrétisé par son adhésion à l'Union du Maghreb arabe, constituée le 17 février 1989. Aujourd'hui, nous constatons depuis quelques années des tentatives malheureuses de fragmentation de cet espace, contrairement aux objectifs et aux vœux, quand bien même aujourd'hui, malheureusement, ils sont renvoyés au calendrier grec, de fragmentation. L'Algérie, la Tunisie, évidemment, on va dire des alliés conjoncturels, nous y reviendrons probablement, mais aussi avec une Libye qui cherche à s'adosser à des dynamiques régionales, mais en même temps, elle n'a pas encore, à mon avis, trouvé sa voie stratégique et le cap stratégique, on va dire la boussole. Elle est en perte de boussole. Alors que la Mauritanie, moi je crois qu'il faut saluer la sagesse de ses dirigeants, puisqu'ils avaient compris, on va dire, ces tentatives vaines de diviser pour mieux régner et se frayer, on va dire, des voies pour encore une fois déraciner la profondeur subsaharienne du Maroc. Ceci dit, il y a encore des instabilités, il y a aussi des craintes potentielles. Une Libye qui n'est pas encore stable pour le moment, nous y reviendrons. Alors justement, vous pensez que selon les éléments de 2024, est-ce qu'on se dirigerait vers une réunification de la Libye en 2025 que
peut apporter finalement le dialogue interlibyen dans une crise quand même qui aura duré endémique. 14 ans. Tout à fait. La crainte est la suivante, c'est que le pays est au moins divisé en 3 parties, avec la Cyrénaïque, avec aussi, je pense, Fezna, ou Fezzan plutôt, et l'autre région de la Tripolitaine. C'est le premier indice. Et donc, il y a une fragmentation qui est prononcée. 2, les ingérences extérieures sont toujours là, et hélas, le pays n'est pas encore sorti de cette influence extérieure. 3e indice, c'est récent, c'est parce que le Maroc a œuvré dans sa stratégie de longue date à travers une certaine médiation, quoique le Maroc dit officiellement que lui, il est plutôt un facilitateur du dialogue entre les Libyens eux-mêmes. Le communiqué de, soi-disant, on va dire, le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire qui fait partie du Haut Conseil d'État, et en même temps, les partis qui ont contribué à ce dialogue récent, ce qui fait que les indices, malheureusement, sur le terrain, indiquent que, par exemple, les élections législatives qui doivent préparer le terrain pour désigner un président de l'État ne seront pas pour demain. Donc, je crains que l'année 2025 ne soit pas une année où ce rendez-vous allait être exaucé. Que pensez-vous de la médiation? Vous avez parlé d'ingérence étrangère, il y a aussi une médiation, et là on se retrouve face à une médiation d'abord neutre et sans ingérence aucune, c'est juste la préparation d'une plateforme de dialogue, du rôle du Maroc de 2025. Vous pensez qu'on se dirige vers la continuité de cette médiation Made in Morocco qui est très particulière et qui reste quand même unique dans son genre en ce qui concerne la crise politique en Libye? Je le crois fort bien, pour plusieurs raisons. Lesquelles? Je citerai une, par exemple, nous nous retrouvons avec les Libyens au sein de la CENSA, de la communauté des États sahélo-sahariens, et que le Maroc nécessairement des projections aussi pour donner à l'offre de Sa Majesté une assise étendue sur le plan territorial. Et je parle ici de l'initiative sur le désenclavement, puisque par extension, la Libye, c'est aussi un pays sahélien, il faut le dire, ou saharo-sahélien. L'autre indice qui, moi, je l'ai perçu comme étant un indice positif. Le communiqué de l'instance département des affaires étrangères libyen a considéré le Maroc comme étant un pays frère, quand bien même il avait des critiques à adresser à l'autre partie. Ce qui fait que la médiation marocaine, la neutralité, mais aussi l'ascendant marocain, c'est-à-dire que lui, il offre des possibilités pour que les parties libyennes, il n'a pas d'intérêt, on va dire, mercantile ou un intérêt, on va dire, calculé. L'essentiel pour le Maroc, c'est de sauver la Libye aujourd'hui, mais en même temps, il reste toujours avec cette perspective de relancer une intégration maghrébine ô combien aujourd'hui attendue. Parlant d'intégration maghrébine, il y a 2 alliés, et je vais reprendre votre terme que vous avez utilisé il y a quelques instants, professeur Aboudahab. Vous avez parlé d'une alliance conjoncturelle, ou des alliés conjoncturels, pour être exact. Exactement. Donc c'est des alliés conjoncturels du pouvoir absolu. Quand je dis pouvoir absolu, soit aux mains de la présidence ou de la présidence ou d'une junte qui se cache derrière une présidence. Est-ce que c'est cette conjoncture-là qui allie la Tunisie à l'Algérie, par exemple? Je conçois les choses ainsi, véritablement, puisque d'abord, M. Kais Saïed n'était pas du tout connu avant son élection par défaut. Je le souligne, c'était en 2019, parce qu'il n'y avait pas d'opposants réels qui, eux, ils étaient déjà en prison. M. Tebboune lui-même est monté par défaut, en l'absence précisément de M. Bouteflika, qui était obligé de déguerpir après les événements de février 2019. Donc il se retrouve dans la même situation. Et chacun avec un agenda politique particulier. Pourquoi je dis conjoncturel? Parce que cet soi-disant rapprochement, donc j'évite même alliance, n'est pas fondé sur des considérations logiques, sociologiques et profondes. Quid des populations de part et d'autre? Est-ce qu'ils étaient consultés sur, par exemple, la déclaration de Carthage, qui date de décembre 2022, et qui avait constitué le prélude pour, soi-disant, constituer un Maghreb taillé à la carte, sans le Maroc et sans la Mauritanie? Je l'ai dit tout à l'heure, elle a compris le jeu, elle a préféré la neutralité, et voilà la Mauritanie, son président et Sa Majesté se retrouvent aux Émirats Arabes Unis pour, encore une fois, pousser le train de l'intégration et de la coopération sud-sud. C'est cela le plus important. Et les conjoncturels dans le sens où la question de la légitimité se pose aujourd'hui par rapport aux deux dirigeants. Nous n'avons pas... Alors, quand on parle de légitimité, petit rappel pour les événements de 2024, les 2 pays ont connu des présidentielles dont le résultat était connu
d'avance, Bien sûr. mais dont aussi un autre point en commun. Il y a beaucoup de points en commun, en tout cas en ce qui concerne la démocratie dans ces deux pays-là, la Tunisie et l'Algérie, c'est le taux d'abstention. Et c'était un plébiscite, en réalité. C'est-à-dire, on savait dès le départ, quand on met en prison, quand on dissout le Parlement, quand on met en prison tous les opposants, y compris ceux qui jouaient un rôle très positif dans le changement que la Tunisie a connu dans le cadre de ce que nous appelons la révolution du jasmin à partir de 2011, etc. Véritablement, ce qui est à regretter, c'est que tous les acquis de ce changement heureux, à un moment donné, la Tunisie était donnée comme exemple d'une démocratisation en cours, d'une transition. Aujourd'hui, tout cela a été sabré, a été sapé complètement. L'Algérie, la grande question aujourd'hui, il y a la manne du pétrole et du gaz aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 15 ans, aujourd'hui, il faut faire des projections. Qu'allait être l'Algérie face au tarissement de cette ressource? Est-ce que nous avons préparé les conditions pour la relève? L'interne. Là, pour les affaires internes du pays, Évidemment. Il y a vraiment des questions à se poser sur la viabilité. Absolument. Sur la viabilité de ce système, quand on organise de rente en l'occurrence. Quand on organise des tentatives, Madame Khadija, d'enlèvement d'opposants à l'étranger, sans citer leur nom, quand on voit l'incarcération d'un prix Goncourt qui a 75 ans et son seul malheur, tout simplement parce qu'il a osé dire la vérité au sujet du Sahara marocain, etc. Et qu'on parler accuse la d'histoire France. avec un grand H. Alors là, effectivement, on se pose bien des questions sur le devenir de ces régimes. Moi, je parle des régimes politiques, bien entendu. Et que les autres défis sont aussi d'origine externe ou étrangère. L'Algérie en 2025, professeur Choukondi, est plus que jamais face à ces choix d'une politique étrangère. Je ne trouve pas le qualifiant pour la qualifier, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle manque de réflexion et de sagesse. Vous savez, le scénario de l'Algérie, il ressemble à quelques exceptions près à celui de l'Afrique australe. C'est-à-dire c'est la finitude, la fin de parti unique, la fin d'un parti qui a présidé aux destinées de pays depuis l'indépendance en quelque sorte. C'est-à-dire c'est l'épuisement de cette rente historique qui a toujours été utilisée comme une source de légitimité pour les pouvoirs en place. C'est-à-dire par rapport à l'Algérie, on a toujours gouverné avec cette source de légitimité, comme quoi nous avons joué un rôle très important dans la libération du pays, alors que le pays, depuis son indépendance, il a eu des occasions énormissimes pour qu'il puisse d'abord se développer, pour qu'il puisse convertir la bénédiction divine incarnée dans le pétrole et le gaz en développement en quelque sorte, chose qu'il n'a pas faite. Et donc du coup, maintenant, en plus de ce que le professeur Zakaria Bouddahab a dit, l'Algérie, en pleine période d'expansion de tout ce qui est énergie fossile, source d'énergie fossile, à savoir le pétrole et le gaz, l'Algérie donne l'impression qu'il a de moins en moins de partenaires. Il a de moins en moins de soutien à l'étranger et il a de moins en moins de soutien à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance au niveau interne et une perte de confiance au niveau extérieur en quelque sorte. Donc le pays n'a d'autre choix que de réorienter, rectifier le tir. Rectifier le tir, c'est-à-dire entendre raison. Entendre raison, c'est-à-dire revoir sa politique d'abord intérieure, c'est-à-dire revoir de fond en comble le mode de gouvernance. Est-ce que cette décision du président de relâcher des prisonniers, juste avant la fin de l'année d'ailleurs, de 2024, c'était un signal pour annoncer peut-être un changement radical, vraiment, ou c'était juste un petit soin palliatif parce que la situation commençait vraiment à bouillonner à cause de ce hashtag qui est devenu qui est monté dans la tendance. Il y a des inquiétudes au niveau interne que la situation explose. Parce que, comme je viens de le dire, il y a une érosion de ce capital confiance en quelque sorte. Les Algériens, ils ont trop attendu, ils ont trop écouté ce régime, leur miroiter énormément d'avantages au niveau interne, au niveau de la prospérité interne, au niveau de la diversification de la structure économique, au niveau du développement humain, au niveau de l'amélioration de la qualité du système éducatif, et n'en était rien en quelque sorte. De l'étranger, c'est pareil. On voit, c'est-à-dire, il y a des pays qui, en principe, ils sont dans une phase de reconfiguration de leur carte, on va dire, de leur cartographie de partenaires concernant les sources d'approvisionnement énergétique. La plupart des pays pensent de moins en moins à l'Algérie parce qu'ils la considèrent, c'est pas parce que nous en avons après l'Algérie ou quoi que ce soit, ils la considèrent pas comme étant un partenaire fiable. C'est-à-dire, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, ils perçoivent l'Algérie
comme un partenaire lunatique, ayant un comportement lunatique. Il peut changer de comportement du jour au lendemain. Il peut prendre aujourd'hui une décision et demain une autre décision. Donc il n'y a pas de stabilité en termes de sources d'approvisionnement. Et donc du coup, l'Algérie n'a d'autre choix que de revoir complètement d'abord son mode de gouvernance interne pour rassurer la population et éviter le débordement. Et au niveau externe, bien évidemment, revoir complètement de fond, comme ce que sont en train de faire les pays d'Afrique australe. La plupart des pays d'Afrique australe, y compris l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, sont en train de revoir complètement leur politique étrangère. Ça veut dire qu'ils ont senti ce vent de changement qui est en train de souffler sur l'ensemble de toute l'Afrique. Alors, le vent de changement a soufflé sur le Sahel l'année dernière, professeur Choukondi. Aujourd'hui, on est en train de se diriger vers une réorganisation de l'Afrique de l'Ouest, avec la sortie de ces pays du Sahel de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vers une confédération régionale. Quel impact sur la reconfiguration régionale de notre continent en 2025? Donc on voit déjà les conséquences parfois de fait que l'on n'arrive pas à résoudre à temps certaines crises, comme par exemple la crise sécuritaire. Le fait que plusieurs pays d'Afrique, de Sahel, n'aient pas été capables de résoudre la problématique sécuritaire, ça a généré des coups d'État comme mécanisme de changement, bien évidemment. Depuis les coups d'État, il y a eu des tensions entre une communauté économique régionale qui a son histoire, qui a fait son temps, qui a parcouru beaucoup de chemin en matière de processus d'intégration. Et nous savons que l'Union africaine a besoin des communautés économiques régionales pour pouvoir implémenter les éléments relatifs à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mais en même temps, ces pays, quand on voit les revendications de ces trois pays qui ont formé l'Alliance des États du Sahel et ensuite la Confédération, le passage de l'Alliance à la Confédération est symptomatique, c'est-à-dire il en dit long sur la volonté de ces pays d'aller beaucoup plus loin dans le processus d'intégration. Parce que l'Alliance, c'est on s'associe ensemble pour relever collectivement les défis sécuritaires. La Confédération, c'est-à-dire on va au-delà de la réponse aux défis sécuritaires. Et donc, il y a des reconfigurations géopolitiques énormissimes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent parce que quand on voit les pays d'Afrique de Sahel, ils ont fait de chemin aussi en matière d'intégration sécuritaire, ils ont fait de chemin aussi en matière de rapport de l'État aux ressources naturelles. On voit que les trois pays en question, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ils ont revu leur code minier. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une tentative de se réapproprier le processus sécuritaire, il y a aussi une tentative de se réapproprier le processus lié à la gestion des ressources naturelles. Et donc tout ça, c'est dans une nouvelle logique géopolitique qui consiste peut-être à échapper à la mainmise aussi des institutions internationales. Parce que les pays, ils veulent se créer une marge de manœuvre financière pour ne plus dépendre de l'aide extérieure et pour ne plus subir les conditionnalités des institutions internationales. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, la question qui se pose, est de savoir la nature. Nous sommes à l'orée de l'année 2025, au début de l'année 2025, les questions qui se posent, c'est-à-dire le rapport. Quel est d'abord le rapport entre la CEDEAO et les pays de l'AES? Le rapport en termes de... Parce que la CEDEAO, les trois pays en question, en appartenant à l'AES, ils participaient à cette évolution de ce processus d'intégration. Il y avait la libre circulation de personnes. Et on voit le Mali, le Nigeria, le Niger, ils partagent les mêmes frontières et l'on est de même pour le Mali. C'est-à-dire il y a un destin commun, en quelque sorte. Ne serait-ce que par rapport à ces personnes qui traversent ces frontières sans encombre, quotidiennement. Donc, à quoi ressemblerait la situation? Parce que certainement, il y a des tensions entre la CEDEAO et les pays de l'AES, donc peut-être il va y avoir des restrictions. Ces restrictions, elles sont coûteuses en termes de croissance économique, en termes d'activité économique. Est-ce que cela ne va pas finalement, où la réponse à cela serait, entre autres, ce processus de l'Afrique atlantique qui ouvre de nouveaux horizons concrètement à ces pays, d'abord pour avoir une certaine indépendance, souveraineté sur leur manne minière et des débouchés directs vers des marchés occidentaux
et pour le coup, la route est ouverte à l'exportation directe de leurs ressources minières. Vous avez tout à fait raison parce que le processus atlantique fonctionne comme un mécanisme réparateur et comme un mécanisme conciliateur et comme un mécanisme intégrationniste en quelque sorte. C'est comme le processus des pays africains arrivant de l'Atlantique, il peut opérer comme une communauté transrégionale, c'est-à-dire une nouvelle communauté économique régionale africaine, on peut l'appeler ainsi, qui transcende la CEDEAO, qui transcende l'AES et qui fait en sorte que l'AES et la CEDEAO ne restent plus dans les tensions géopolitiques actuelles, les tensions géopolitiques qui peuvent leur être extrêmement coûteuses, mais ils vont être obligés de coopérer dans le cadre de ce que j'appelle cette trajectoire de thé couché. Une trajectoire de thé couché parce que le processus des pays africains de l'Atlantique ne crée une trajectoire verticale. Les pays riverains de l'Atlantique, ils coopèrent entre eux par rapport à leur capacité à relever les défis communs tels que les défis de l'insécurité, la piraterie, le kidnapping par rapport au Nigeria. La capacité aussi à mettre en place une intelligence collective pour transformer les ressources, parce que l'Afrique a besoin de transformation des ressources pour pouvoir relever l'ensemble des défis. Et horizontale, parce que la dynamique entraîne dans son sillage des pays de Sahel. Il ne les laisse pas à l'abandon, il ne les laisse pas livrés à eux-mêmes, il les entraîne, et donc il fait en sorte qu'ils puissent profiter de ce que j'appelle aussi de cette économie de mutualisation. C'est-à-dire il y a un pays africain qui met en place des infrastructures, et un autre pays africain qui a le droit de tirer profit de ces infrastructures. On est dans un processus de mutualisation et comme je vous le disais l'autre fois, le processus de mutualisation est à même de permettre à ces pays, les pays de Sahel et les pays c'est-à-dire des pays africains arrivant de l'Atlantique, de lever des fonds collectivement en quelque sorte. Surtout nous sommes dans un moment historique marqué par la fragmentation géoéconomique, les puissances qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, les financements qui s'assèchent de plus en plus. Oui, il y a des risques aussi. C'est très difficile de dérisquer des levées de fonds et des besoins de financement quand l'insécurité pèse sur le continent. Je voudrais finir par ce point. Cette émission sur la perspective 2025, c'est aujourd'hui l'Afrique face au terrorisme. Le terrorisme sévit toujours en Afrique et c'est le continent qui subit le plus d'attaques terroristes dans le monde. Et aujourd'hui, professeur Chkroundi, il y a quelques années, nous discutions aussi du phénomène, mais j'ai l'impression que la métastase est là et que des pays qui étaient jusque-là peut-être saufs du cancer du terrorisme, aujourd'hui subissent les attaques violentes, d'extrémisme violent. Tout simplement parce que les causes à l'origine du terrorisme, malgré quelques avancées timides, ils n'ont pas été traitées. Donc, en ne traitant une crise d'une façon événementielle, il revient encore. Il faut traiter la crise d'une façon structurelle. Quelles sont les sources principales de terrorisme? Nous avons maintenant tout ce qui est vulnérabilité. Il y a d'abord la vulnérabilité institutionnelle. Quand un État est incapable d'asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire. Mozambique, par exemple. Par exemple. Cabo Delgado. Entre autres, oui. Entre autres. La deuxième raison, c'est par rapport à tout ce qui est fragilité sociale. Je peux dire un mot de Mozambique rapidement. Tout ce qui est fragilité sociale. La troisième raison, nous sommes dans un contexte géopolitique, un contexte nouveau d'un point de vue géopolitique. Nous sommes en train d'aller vers la transition écologique. La transition écologique nécessite quoi? Nécessite l'extraction de tout ce qui est minerais stratégiques. Les minerais stratégiques, si on fait le diagnostic des minerais stratégiques, ils sont très concentrés entre les mains d'une poignée de pays à l'instar de la Chine, 80%. Le reste, c'est l'Afrique. Donc, quand on voit l'Union européenne, il n'a pas beaucoup de minerais stratégiques. Donc, ça veut dire qu'il y a une intensification des rivalités entre puissances en Afrique. Rien que ces éléments, ces mutations géopolitiques, ils peuvent intensifier cette insécurité en quelque sorte. D'où l'importance pour l'Afrique d'améliorer sa résilience. L'amélioration de la résilience africaine réside dans quoi? Réside dans la création des ressources stabilisatrices. C'est quoi les ressources stabilisatrices? C'est de renforcer davantage l'intégration afro-africaine. Par rapport au Mozambique, c'est un pays qui cristallise en ce moment 3 crises, voire même plus. Exactement. Il y a la crise de terrorisme au niveau de Cabo Delgado, comme vous venez de le dire, au niveau du Nord. À cette crise vient d'ajouter une catastrophe naturelle. La catastrophe naturelle au niveau du Nord aussi. Exact. Et le Nord, il est extrêmement riche en ressources énergétiques, le gaz, et en minerais stratégiques, le graphite et ainsi de suite. 30% des réserves mondiales de graphite se trouvent au Mozambique. Et en même temps,
Troisième crise, la crise politique. Parce qu'en Afrique australe, comme je vous le disais tout à l'heure, nous assistons à la fin de partis uniques. Les populations qui sont de plus en plus jeunes contestent les partis uniques. C'était le cas par rapport à l'Afrique du Sud, la contestation de l'ANC, qui pour la première fois de son histoire n'a pas eu la majorité absolue. C'était le cas au niveau de la Namibie. Pour la première fois, le SWAPO, il n'a eu que 53% aux élections présidentielles. Et pour la première fois aussi au Mozambique, nous assistons à une chute gigantesque, considérable de la cote de popularité. Il y a même les résultats des élections qui sont contestés. Donc, pour les jeunes qui descendent dans la rue et tout, c'est pas le Frélimo qui a gagné, c'est le Podemos, le parti d'opposition. Et donc, ça ouvre une autre crise. Et le Mozambique joue un rôle très important, il ne faut pas l'oublier, en tant que corridor pour la Zambie, pour le Zimbabwe, pour l'Afrique du Sud, au niveau de la partie est de l'Afrique du Sud, au niveau de Gauteng et Mpumalanga. Donc, c'est une crise systémique et multidimensionnelle. Bon, là, oui, 2025 ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour l'Afrique, mais un mot de la fin. Et je compte sur votre optimisme légendaire, professeur Boudahab, quand même, sur cette année qui commence, en quelques mois. À mon avis, c'est vrai, il y a une complexité, à l'image d'un Capharnaüm. À un moment donné, on était un peu perdu, mais il y a quand même quelques îlots de stabilité et des pays qui sortent du lot. Je prends comme exemple le Rwanda, par exemple. On peut se poser des questions. Il fait partie de l'Afrique australe. Nigeria au milieu, absolument. Nigeria avec toutes les réformes qui ont été entreprises et dont dépend toute la région, in fine. Et nous sommes africains. Le Maroc en est aussi un. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des Afriques, il n'y a pas plus de l'Afrique. Mais la question de ces Chrondiers, elle est pertinente. La question de la gouvernance, puisque l'une des questions préjudicielles importantes au niveau de Rwanda, moi je crois qu'il y a un certain Kagame, il est vrai, mais il a assaini le pays. Il faut le dire, des Rwandais eux-mêmes qui ont témoigné sur pas mal d'occasions. Effectivement, aujourd'hui, la qualité des services rendus, l'administration. L'éducation. Donc il y a des préalables. Il y a le souhait, il faut le dire, et notamment je m'adresse par rapport à l'AES devenue confédération. Avec ces perspectives, il y a énormément de défis, mais moi je crois que la volonté y est, donc gageant que 2025 serait probablement une année aussi de décollage pour pas mal de pays, y compris les États du Sahel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Professeur Boudahab. Merci à vous également, professeur Chkoundi. Toujours un plaisir de vous accueillir. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode 2025 de Questions d'Actu. Je vous remercie pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée et encore une fois, très bonne année à toutes et à tous.